Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. La saison 2 va de bon train et elle est déjà presque terminée. Comme quoi, les bonnes choses ont une fin. Mais aujourd'hui, on accueille quelqu'un avec qui on va pouvoir parler de sexualité avec un grand S et un grand E. Quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui a pas peur de nous dire les vraies choses et j'ai très hâte de la rencontrer sur le plateau d'aujourd'hui. Et comme à chaque semaine, vous courez, vous aussi, la chance de gagner votre privilège. Notre privilège de la semaine est offert par Au lit avec Anne-Marie et vous courez la chance de gagner un abonnement tout compris de coaching, d'accompagnement, d'information, d'expérience en sexualité ainsi que son livre qui s'intitule La sexualité féminine sans tabou. Évidemment, pour plus de plaisir, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'épisode de la semaine et vous courez, vous aussi, la chance de gagner votre privilège. Donc, cette semaine, on accueille Au lit avec Anne-Marie. Évidemment, on n'est pas dans un lit, mais on est avec Anne-Marie. Salut Anne-Marie, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait, tu es quand même connue au Québec présentement. Je dis quand même, là, mais je pèse mes mots. Écoute, Anne-Marie, tout un parcours. Tu es professionnelle en sexologie. Tu fais rayonner ta passion sur les réseaux sociaux présentement à travers tes connaissances et tes conseils que tu offres aux femmes principalement, mais aussi aux hommes. On y revient tantôt. Tu as un baccalauréat... J'ai de la misère à dire ça. Tu as un bac en sexologie et un certificat en études féministes. Exact. Tu as lancé il y a un an la compagnie Espace Intime avec plus de 16 conseillères en sexologie et en tout ce qui vient alentour, j'imagine, pour les couples et les personnes individuelles. Il y a à peine un an. Félicitations en passant. Un cabinet en sexologie, oui. 100%. Puis tu es autrice d'un livre qui s'appelle « La sexualité féminine sans tabou pour plus de plaisir ». Attends, j'ai pas fini. Elle est aussi gagnante du prix Éducation et sensibilisation lors du dernier gala et du premier gala d'Influence Création, qui a été un gala qui a marqué le Québec au niveau de la création de contenu, qu'on apprécie beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail de créer du contenu. Énormément. Anne-Marie, ça part de où tout ça? Je pense que d'une fille qui avait un rêve de communiquer. Moi, j'ai 2 passions dans la vie, la sexologie, la communication. OK. Avant de faire mon bac en sexo, j'ai fait Promédia. Ah, ouais! Ouais. T'as fait l'École de communication du Québec. Ouais. Dans l'optique de faire quoi? Dans l'optique de finir à radio? De parler, parce que moi, depuis que je suis née, je parle. OK. Je suis vraiment une passionnée de la communication. Pour vrai, je ne m'arrête jamais. Et j'avais le goût de parler, j'avais le goût de communiquer avec les gens. Donc, j'ai fait l'école. Mon Dieu, ça doit faire... pour de vrai, là, ça doit faire un 13 ans que j'ai fait cette école-là. Ah, ouais. Ouais. Puis, mon Dieu, après ça, j'ai été faire mon bac. Puis, je me suis dit, j'arrime mes passions. Et je me pars à Instagram. Puis, tout a parti de là. OK, attends. Toi, t'es allé. Je veux partir de plus loin. OK. On connaît tous Au lit avec Anne-Marie pour tes conseils, ta transparence et ton franc-parler, hein, on va se le dire. Puis ce que j'apprécie beaucoup aussi d'ailleurs, puis je te félicite pour tout ce que tu fais. Mais là, il faut que je parle d'Anne-Marie au secondaire. OK. Au secondaire, quand on t'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? T'as-tu dit, moi, je vais parler de sexe à longueur de journée? Ou... Pour de vrai, ouais. Ah, en ouais? fait, je voulais être psychologue. OK. J'ai toujours eu un attrait pour la relation d'aide, à être là pour les autres. J'étais comme celle qui était la confidente de mes amis. Puis même au secondaire, je te dirais que j'étais vraiment très ouverte sur la sexualité. C'était pas nécessairement un sujet tabou à la maison. J'avais des questions, mes parents y répondaient, mais c'était pas non plus in your face. Mais j'avais des amis qui étaient pas du tout éduqués sur la sexualité, puis j'ai eu comme un espèce d'élan naturel à les éduquer sur le sujet, sur les menstruations, sur, tu sais, j'étais comme, moi, j'étais la fille qui était de l'autre bord de la porte, de la salle de bain pour, t'es capable, tu vas le trouver où le mettre le tampon, là. Tu sais, c'était comme... Ouais. J'accompagnais mes amis là-dedans. Tu les rassurais, hein, parce que la psychologie et la sexualité est intimement liée, puis vient de la peur de quelque chose ou de ne pas savoir. L'inconnu. L'inconnu, voilà. Surtout à la puberté. Là, je veux dire, ton corps change. Tu sais pas c'est quoi avoir une sexualité. On a des messages qui sont un peu négatifs des fois sur le sujet. Fait que j'ai vraiment tout de suite eu un élan naturel pour éduquer les gens puis les aider là-dedans. Puis là, j'imagine que tu es allé poursuivre cet apprentissage-là en allant dans ton bac en sexologie directement. Oui, mais pas tout de suite parce que j'ai eu beaucoup de remises en question. Je suis allée au cégep, ça m'a pris quand même du temps à finir mon cégep. Okay. J'ai fini ça en 3 ans et demi. Là, j'ai étiré la sauce au cégep. Le moins de cours possible. Oui, mais c'est que je pense que j'ai vécu comme le divorce de mes parents en même temps, fait que j'allais pas super bien. Fait que j'ai vraiment étiré la sauce. Après ça, je me suis cherchée un peu. Puis là, je suis allée faire Promédia. Puis après Promédia, j'ai pris un 2 ans off. Okay. Puis je suis allée faire mon bac. Okay. J'ai fait tard mon bac. Là. J'ai été refusée plusieurs fois en sexologie avant de rentrer dans le programme. Écoutez bien ça, elle vous donne des conseils sur les réseaux sociaux, mais tu as été refusée en sexologie. Ouais. Par contre, on le sait que la plupart des gens qui ont réussi sont des décrocheurs ou qui se sont fait refuser. Hein. J'ai entendu ça dans une entrevue, il faut que je t'en parle.
savais-tu que Oprah Winfrey a été refusée par Fox quand elle avait fait son entrevue? Puis le gars, dans l'entrevue, c'était tellement bon, il disait, imagine-tu aujourd'hui dire non à Oprah Winfrey? Tu sais, c'est comme impossible. Mais bref, on s'écarte du sujet. Ça m'a juste marqué que tu disais ça, fait que tu as été refusé dans ton bac. Ah ouais, au moins, comme, je pense que j'ai appliqué 3 fois là, avant d'être acceptée. Ah ouais. Puis j'avais pas les notes. C'est ultra contingenté. Il y a un programme en Amérique du Nord en sexologie, c'est à l'UQAM. OK. Fait que ça te prend là, un score, ça te prend des scores, là, mettons moyenne de A- et plus. Ah ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon certificat en études féministes. Je suis allée voir un orienteur, puis là, j'ai dit, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire de la sexo. Il m'a dit, ben tu rentres en études féministes dans 2 semaines. La rentrée était dans 2 semaines. J'ai dit, ah, mon Dieu. Puis j'ai adoré ça. Puis aujourd'hui, ça teinte mon travail, carrément. 100%. Puis dis-moi, là, on est passé vite au bac. Le bac t'amène à ta carrière actuelle qu'on connaît grâce à Au lit avec Anne-Marie et Espace intime. Mais dis-moi, Promédia, là-dedans, donne-moi un peu plus de détails. Tu fais Promédia, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu arrives là, c'est quoi qui s'est passé? Écoute, j'aimais beaucoup le sport. Okay. Moi, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. J'ai fait des championnats canadiens, championnats nationaux, etc. Puis, j'aimais le sport. Puis, je voulais être comme la prochaine Chantal Machabée du Québec. Okay. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, dans ma vie, c'était ça que j'avais dans ma tête. Et elle avait fait Promédia. Fait que c'est parce qu'elle le fait que je suis allée. Puis, je te dirais qu'après ça, c'est difficile de percer dans les médias quand tu connais pas beaucoup de monde dans le domaine, etc. Puis à ce moment-là, on dirait que j'avais pas la volonté nécessairement ou la motivation plus de pousser. Puis je savais que je voulais faire des études. Fait après ça, ben, c'est pour ça que j'ai été faire mon bac. Puis là, je me suis dit, là, ça va me servir Promédia. Mais j'ai adoré ça. Puis, qu'est-ce que tu as retenu de Promédia? Mettons, t'es-tu sorti de là en disant ça, c'est quelque chose qui va me servir dans la vie, ou c'est comme les maths fortes, tu te dis Pythagore, ça me servira à rien? Oui. Non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, peu importe que si j'avais été dans les médias ou pas, je pense que c'est une formation qui mon Dieu, qui t'aide à devenir toi-même. Oui, hein? Oui, c'est comme un milieu qui, tu vois qu'il y a plein de personnalités, puis que tout le monde peut a des forces, des faiblesses dans sa personnalité, puis tout le monde peut mettre des belles choses de l'avant. Puis j'ai tellement ri à Promédia. Pour vrai, j'ai eu les plus gros fous rires de ma vie. Moi, avoir des fous rires en ondes, là, c'était ma peur, là, parce que je me disais, hey, je m'arrête plus de rire. Fait que ça m'a vraiment beaucoup appris. J'ai forgé des belles amitiés aussi que j'ai encore aujourd'hui. Ça a été comme un pas vers l'avant pour devenir moi-même, en Félicitations. Sincèrement, gros parcours. Et là, ça nous amène à aujourd'hui 16 conseillères, je ne vais pas mal le nommer. Sexologues dans, justement, ton entreprise Espace Intime. Ouais. Parle-nous un peu de comment ça s'est créé, ça. Parce qu'en un an, je n'ai monté 13 entreprises. En un an, 16 sexologues, c'est beaucoup, là. Comment tu gères ça au quotidien? C'est mon entreprise la plus facile à gérer. Ah! Ouais. Je suis surpris. Toutes les gens qui ont une entreprise de service qui nous écoutent sont surpris. Je suis sûr. Je sais pas, peut-être que parce que j'ai des bons employés aussi qui m'épaulent là-dedans. Je te dirais que c'est vraiment la plateforme que je m'occupe le moins, je te dirais. En gros, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de demandes quand je commence. Là, j'ai beaucoup de demandes de consultation 1 à 1. Okay. Et là, je me rends compte que je ne peux pas me séparer. Tu as 24 heures dans une journée. C'est ça. Voilà. Puis là, je me dis, il y a un besoin. Puis je vois aussi l'ascension de mes réseaux. Tu sais, ça grandit rapidement, mais c'est parce que le besoin, il est là. Il y a une révolution en ce moment au niveau de la sphère intime. Les gens veulent se réapproprier le plaisir, veulent grandir dans cette sphère-là. Puis il y a un concept de sans tabou. Là. On parlait de sexe à l'époque. On a connu le MeToo il y a à peine 2 ans. Les gens l'ont déjà oublié. Mais avant ça, c'était comme... T'as pas le droit de parler de sexe à TV. Puis aujourd'hui, les gens sont ouverts à en apprendre plus, puis à s'instruire par rapport à ça et à l'appliquer surtout. Oui, puis on est fiers d'en parler parce que c'est une sphère tellement importante dans notre vie qui est influencée par toutes les autres et qui influence aussi toutes les autres. Donc, je pense que les gens avaient vraiment besoin de ça, puis je l'ai senti, ce besoin-là. Et je me suis dit, je vais me partir à un cabinet de sexologue. Je pensais jamais avoir, pour vrai, là, à l'intérieur de 5 mois, j'avais 16 sexologues là, qui travaillaient. Oui, merci. Non, sincèrement, je suis abasourdi. Je ne savais pas que cette structure-là derrière toi existait. Je me disais, je vois le nombre de commentaires de gens qui te posent des questions, de justement des gens qui te disent, est-ce qu'on peut te rencontrer? Je me disais, comment qu'elle fait? Je sais que c'est beaucoup de monde, puis ça te prend des bras pour t'aider par rapport à ça. Mais moi, ma grande question serait, j'allais te la poser, puis j'avais comme une réponse dans ma tête, mais qui est complètement fausse aujourd'hui. Combien de couples tu crois avoir sauvé avec Espace Intime depuis le début? Avec Espace Intime et Au lit avec Anne-Marie, honnêtement,
Puis là, je dis ça vraiment humblement. On dirait que ça me gêne de le dire, mais je sais que j'ai aidé vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir quand je suis au restaurant ou à l'épicerie ou peu importe, je suis où, qui viennent me voir puis qui me disent « Hey, t'as changé ma vie, merci, ça a vraiment eu un impact dans ma sexualité, dans mon couple, etc. » Je te dirais que sur Espace Intime, on est au-dessus de la centaine de rendez-vous par semaine. Fait que c'est beaucoup de monde depuis un an. Ouais. Énorme. Puis ma prochaine question serait pourquoi? Pourquoi t'embarquer dans autant de choses en même temps? Un, t'as de la drive, ça paraît tout de suite, là. Ça c'est clair, mais pourquoi? Là, t'as une application d'abonnement, donc un peu comme de la formation, de l'accompagnement en ligne. T'as Espace Intime, qui est une firme de services conseils en sexologie. T'as Au lit avec Anne-Marie, qui est évidemment une plateforme où tu donnes du contenu gratuit. Tout ça, là, pourquoi tu l'as fondé aujourd'hui quand tu regardes en arrière? Je me pose la question. Sérieux? Mais honnêtement, j'ai comme eu les deux pieds dedans. Puis un jour, j'ai regardé en arrière, puis j'ai fait « Aïe, j'ai tout fait ça. » C'est comme si les choses se sont faites organiquement, naturellement, puis j'ai la drive, puis moi, je suis comme « Let's go, on s'en va dans tous les projets du monde. » Quand j'étais jeune, j'avais toujours 2-3 jobs en même temps. Je suis un petit peu workaholic, si on veut. Puis ouais, c'est ça, c'est comme, je vois qu'il y a un besoin, puis j'ai une solution, donc je bâtis la solution pour être capable de l'offrir, finalement. OK. Puis ta vision, Anne-Marie, derrière ça, là, quand tu regardes en arrière, tu fais, voici ce que j'ai fait en un an, on s'en va où avec ça? Sérieux? C'est vraiment une bonne question, puis j'ai de la difficulté à répondre. C'est vraiment une bonne question. Genre, je suis quasiment bouche bée par la question, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise, mais j'ai jamais su vraiment quelle forme ça allait prendre. Mais pour la suite des choses, ça va continuer d'être quels sont les besoins, puis comment je peux y répondre, puis bâtir quelque chose pour y répondre. Puis évidemment, c'est comme quand tu es en entrepreneuriat, ben tu as beaucoup de leçons, tu apprends beaucoup de choses. Puis là, grâce à ton expérience, tu es capable de regarder vers l'avant puis de dire, OK, on a fait telle chose pour tel besoin. Là, il y a tel autre besoin. On va être capable de mettre telle autre chose en place. C'est de répondre aux besoins, en fait, de tes clients, de ta communauté qui te suit. Puis en même temps, ben, tu es toute jeune en entrepreneuriat, disons ça comme ça, parce que tu n'as pas eu d'autres entreprises à ma connaissance. Tu as foncé dans la sexologie. Je te considère comme une... Puis on est à privilégier, fait que ça va être concept, mais comme une privilégiée de pouvoir vivre de ta passion depuis longtemps. C'est quoi ton plus grand privilège là-dedans quand tu te lèves le matin? Là? J'aimerais ça qu'on en parle aux gens qui nous écoutent. Toi, tu fonces 100 000 à l'heure, on construit alentour des besoins des autres. Mais c'est quoi ton plus grand privilège là-dedans quand tu prends un petit 5 minutes pour regarder, prendre le temps de prendre le temps, comme on dit? Oui. C'est rare qu'on fait ça quand on a plusieurs entreprises. On va le faire ensemble aujourd'hui. Oui, bien, c'est bon, crime, ça me fait faire comme une espèce de petit bilan, là. Tu sais, moi, mon but, quand j'ai commencé au lit avec Anne-Marie, je savais pas trop où ça s'en allait. Puis... à un moment donné, j'ai vu que ça grandissait, puis mon objectif, c'était de jamais aller porter un CV. OK. De toujours pouvoir travailler pour moi. OK. Je fonctionne mal avec l'autorité, dans le sens où on me coupe l'herbe sous le pied, je sens que je manque de liberté. Puis ça, c'est mon plus grand privilège, c'est la liberté que ça m'amène d'être en entrepreneuriat. Quoique les gens qui sont en entrepreneuriat le savent, la liberté, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça, finalement. Ça est comme sous d'autres formes, cette liberté-là. Mais au moins, c'est moi qui gère, c'est moi qui mène, c'est moi la leader de tout ça. Puis c'est ça mon plus grand privilège. Bien, très bonne réponse. Puis en fait, tu as le privilège de pouvoir toi-même t'infliger 18 heures de travail par jour. C'est ça. Mais au moins, il n'y a personne qui dit de le faire. Voilà. Puis là, c'est correct dans ce temps-là. Mais si quelqu'un me le disait, là, ça passerait pas au conseil. Écoute, je connecte totalement avec ce que tu dis. Et là, rentrons un peu dans ta carrière, dans ta passion. Tu te différencies de la sexologie traditionnelle parce qu'effectivement, un sexologue est vu même dans la société d'aujourd'hui de moins en moins. OK, on va être franc, de moins en moins, mais était vu dans la société d'aujourd'hui comme étant un bureau fermé, confidentiel, si on ne veut pas en parler. Toi, tu offres du contenu totalement gratuit en ligne. C'est ce qui te distingue présentement, mais c'est ce qui te permet d'éduquer, en fait, ta communauté. Mais il y a aussi un concept où tu crées des débats par rapport à ça. Oui. Puis dis-moi, de ton côté, pourquoi avoir brisé les tabous, si je peux le dire comme ça? Encore une fois, ça en revient aux besoins. Parce que j'ai commencé mon bac, puis tout de suite, dans la première année, je me suis dit, je veux faire quelque chose avec ça. Les gens ont besoin de ces connaissances-là. Je veux dire, la seconde que tu dis à quelqu'un que tu es en sexologie, il y a comme une barrière qui tombe, puis la personne a des questions pour toi. Ouais. Que ce soit ton hygiéniste dentaire, que ce soit... pour vrai, tout le monde me pose des questions sur le sujet. La seconde qu'ils savent, t'es en sexo? OK, j'ai une question. Des gens que je connais à peine. Je vous le dis, là, c'est... Des fois, je suis pas prête. Des fois, je suis pas prête là, à recevoir ces questions-là. C'est non-stop. Nettoyage dedans, puis elle te dit...
Je te jure, c'est comme... Je veux un exemple. C'est quelque chose qui m'arrive dans d'autres sphères, mais tu sais, moi, c'est contextuellement correct selon la société, disons. Genre, hey, comment je peux faire pour avoir un site web avec des résultats? Mais toi, une situation qui t'est arrivée, ça ressemble à quoi? En fin de semaine, OK. j'allais prendre un verre avec mes amis. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah ouais, ça a l'air que tu es professionnel en sexologie, que tu as un bac en sexo. J'ai une question pour toi. » Mais tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on croise ces personnes-là, par exemple. Là, la personne vient d'apprendre que là, j'ai un bac en sexo. Donc là, je deviens utile. Et là, c'est comme, ça fait longtemps que je vois une fille, puis je suis pas capable de me débarrasser de cette relation-là, mais c'est pas nécessairement sain pour moi, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a de la musique dans le tapis, j'ai un verre dans les mains, je suis comme... Je comprends le contexte. Puis, tu sais, il y a des moments pour ça aussi. Là. C'est un peu comme les célébrités, les animateurs, les Véro et Louis de ce monde. Il y a des moments où on est dans notre cabinet, où on est prêt à en parler. Puis, il y a des moments où... ça t'est déjà arrivé pour le fun au drive-thru de te faire poser une question comme ça? À commande à l'auto? Oh mon Dieu, non. Mais... Si vous travaillez dans un Tim Hortons ou un McDonald's, Anne-Marie attend cette expérience. Ah, absolument. Vraiment, entre ma commande de café puis... J'imagine tellement trop la scène, tu sais. Voici ton Ça pourrait poulet, arriver. 100%. Ouais. Mais je comprends 100% le fait qu'il y a des moments pour parler de ça. Ouais. Mais les réseaux sociaux, est-ce que tu considères que c'est un endroit pour en parler? C'est ça ma question. Oui, absolument. Puis c'est un peu là que je m'en allais. Tu sais, dans ma première année de bac, j'ai décidé de faire du bénévolat dans les écoles secondaires pour gagner de l'expérience sur le terrain, aller voir quels sont les questionnements. Mm-hmm. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément de questions, de la curiosité. On pouvait rester longtemps après avoir donné le cours pour parler à des élèves. Et c'est là que j'ai dit, OK, comment je fais pour rejoindre les gens? Ouais. Et là est entré mes promédias, hein, ma passion pour la communication et la sexologie. Puis là, j'ai commencé une page Instagram. Donc, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais rejoindre le plus de gens possible. Puis, en sexologie, c'est pas juste la consultation 1 à 1. Tu as tout le côté prévention, promotion, prévention, promotion et... c'est ça, promotion et prévention. Il n'y a pas d'autre vraiment à côté. Il y a relation d'aide. 100%. Mais ça fait partie de la job d'un sexologue de faire de la prévention, de faire de la promotion, de l'éducation. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Puis tu leur donnes de la proximité aussi. Tu permets d'avoir de la proximité avec les gens, tandis que de prendre un rendez-vous avec un sexologue, lui parler, nanana, ouais. c'est un peu plus compliqué. Et là, ça t'amène cette détermination-là, ce que tu as bâti à travers les années. Parce ouais. que de ce que je sais, Espace Intime existe depuis 1 an, mais ta plateforme existe depuis plus longtemps que ça. Oui, puis dans le fond, il y a Réponse sexuelle aussi. Oui. Tu sais, je disais tantôt que j'avais beaucoup de demandes de consultation, puis là, ben, j'en faisais beaucoup au début. Puis là, je voyais que je m'épuisais, mais je voyais aussi que les mêmes questionnements revenaient. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour offrir mes outils, mes connaissances? Parce que souvent, en consultation, c'est de l'éducation qu'on va faire. Tu sais, quelqu'un va arriver, est-ce que je suis normale? De valider l'expérience de la personne. Tu viens de mettre un baume, tu viens de régler ses problèmes. Là. Ça fait 10 ans qu'elle a ça sur la conscience. Tu t'es dit, ben t'es normal. Il y a quelque chose qui tombe. Fait que je me suis dit, si c'est si simple que ça, parfois, comment est-ce que je peux mettre ça à plus grande échelle? Donc, j'ai bâti une plateforme qui s'appelle Réponse sexuelle, sur laquelle, pendant 2 ans, à tous les mois, on avait une thématique, puis à toutes les semaines, on publiait un atelier. Fait que là-dessus, il y a des sexologues, il y a moi-même, il y a infirmières, naturopathes, physiothérapeutes, plein de professionnels qui sont venus donner offrir des conférences, des ateliers en lien avec des thématiques comme le désir sexuel. Ça devient de l'accompagnement long terme, en fait. Là, dans ta poche, je pense que c'est une application, une plateforme web, hein, directement? Oui, c'est un abonnement, en fait. Tu t'en vas sur une plateforme puis tu as accès à tout. Fait que puis c'est vraiment, on couvre tout, là. Désir sexuel, communication, émotion, le plaisir, la sexploration, les menstruations. On a vraiment tout couvert ce qu'on pouvait couvrir sur la sphère intime. Exceptionnel. D'ailleurs, je vous rappelle que le concours d'aujourd'hui, c'est un abonnement à cette plateforme pour une période de 1 an, si je ne me trompe pas, ainsi que ton nouveau livre. On va y revenir sous peu. J'ai besoin que tu me parles. Écoute, tu as gagné le prix éducation et sensibilisation lors du gala Influence Création. Comment tu t'es senti de gagner ça dans ce premier gala de création de contenu qui n'a jamais eu lieu au Québec? Là? C'est comme les Grammys, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, de la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, on est pas mal décentralisé. Hein? La création de contenu est partout et pas juste à TVA Nouvelles. Mauvais exemple, à Radio-Canada, par exemple. Comment tu t'es senti? Privilégiée. Ça a été le plus gros high de toute ma vie. J'ai encore des papillons quand j'y pense. C'est surréel. Pour vrai, là, le matin, je me lève puis je me dis, c'est quoi ma vie? Je pensais jamais remporter le prix parce que dans ma catégorie, il y avait des personnes extraordinaires qui jouent un rôle vraiment
nécessaire sur les réseaux sociaux. Puis on est comme... on était comme un peu en compétition les uns contre les autres, mais il n'y a pas vraiment de compétition parce que il y en a une qui fait de la sensibilisation sur l'autisme, une autre sur le travail de rue, qui est travailleur social. On avait aussi Mathieu Nadeau-Lavallée, qui est médecin. Ouais. Qui a fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pendant la COVID. Il y avait Drôlement Inspirant, qui est plus en développement personnel. Ouais. Donc, comment est-ce que tu fais pour choisir? C'est pas la même chose. C'est pas catégorie film d'action. Tu sais, on s'entend que c'est des sujets complètement différents, avec des approches complètement différentes. C'est ça. Fait que moi, je me disais, c'est impossible que je remporte le prix. Quand ils ont dit mon nom, pour vrai, on dirait que je l'ai même pas entendu. J'y croyais pas. Mais je suis super reconnaissante. C'est le public qui a voté. Il y a eu plus de 90 000 votes. C'est énorme. J'en reviens pas que ce gala-là ait autant explosé alors qu'il était méconnu du grand public. Ouais. Du moins à ma connaissance et mes proches. Je crois que ça va être un gala qui va énormément performer dans les prochaines années. Puis mettre nos talents du Québec de l'avant. Ouais. Parce que de faire des vidéos YouTube, c'est peut-être pas de chanter, mais ça a une valeur, tu sais, d'informer les gens, de les instruire. Puis je trouve ça beau parce que ça fait longtemps qu'on est à l'ère de l'information, hein, qu'on a accès à tout. On est de la bonne génération qui n'ont plus besoin nécessairement d'aller à l'école pour apprendre. Mais les réseaux sociaux, de la façon qu'on les utilise aujourd'hui versus il y a 5 ans, ça l'a complètement changé. Ouais. C'est plus pour jouer au billard avec tes amis Facebook, je te l'apprends. Donc, ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui a été d'accord avec le fait que tu remportes justement la nomination. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? En fait, je suis d'accord. Il y a des gens qui sont, qui peuvent être en désaccord, mais de la façon que ça s'est fait, je pense que c'était pas super éthique, disons. Oui, éthique, morale. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'une des personnes dans ma catégorie a été déçue de ne pas remporter le prix. Okay. Et l'a dit haut et fort sur les réseaux sociaux. Cette personne était nominée dans 2 catégories. Podcast et... le meilleur podcast là, de l'année, le podcast de l'année et éducation, sensibilisation, et n'a pas remporté dans aucune des 2 catégories. Et dans le meilleur podcast, on avait Sexe oral, qui parle de sexualité, puis là, éducation, sensibilisation, il y a moi qui parle de sexualité. Et donc, cette personne-là a dit que les gens qui avaient gagné, c'était des gens qui parlaient de cul. Je lui ai répondu de façon très polie en lui disant que je ne parlais pas nécessairement de cul sur les réseaux sociaux, mais bien que je faisais de l'éducation sexuelle. Et que, j'ai un peu flashé tout ce que je faisais. J'ai écrit un livre, j'ai une plateforme, j'ai des sexologues qui travaillent. Fait que, tu sais, j'ai dit, je fais plus que juste parler de cul. Mais je pense que ça a été maladroit de la part de cette personne-là de s'exprimer de cette façon-là sur les réseaux sociaux. 100%. Mais la grande question, c'est, de mon point de vue, je pense pas, mais est-ce que tu crois que d'avoir justement des conversations sexuelles ouvertes t'a aidé à gagner? Je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Parce que, tu sais, il y a une ancienne... Je suis en marketing, on part de là. Il y a une ancienne croyance que, puis c'est pas faux, le sexe vend. On le met dans les films, on le met dans des pubs de Audi, on met la belle fille qui rentre dans la voiture. Je considère pas qu'on parle de cul ici. Là. On parle d'éducation sexuelle, c'est complètement différent. Mais est-ce que la perception de l'audience peut avoir aidé? Je suis curieux d'entendre ton avis. Oui puis non. Dans le sens où, par exemple, le podcast qui a remporté... qui parle de sexualité, eux sont beaucoup plus dans le dévoilement de soi, sont beaucoup plus dans, justement, la pratique. Moi, je suis vraiment plus dans la théorie. Je parle jamais de ma sexualité. Jamais. Ah ouais, okay. Je parle jamais de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Les gens savent pas ce que je fais de mes fins de semaine, savent pas si j'ai un chum, si j'en ai pas. Je suis loin de ma sexualité à moi. Je suis vraiment dans les études scientifiques. Okay. Fait que si tu regardes mon contenu, c'est très rigoureux. C'est vraiment des faits. Et à ce moment-là, oui, le sexe vend, mais je suis tellement dans la théorie que je sais pas à quel point ça a eu un impact. Ouais. C'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de motivation sur Internet, puis là-dedans, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je crois que la sexualité, c'est quelque chose qui aurait dû être parlé plus tôt puis qui fait son ascension présentement, ce qui, évidemment, vous a aidé, t'a aidé, parlons de toi, à remporter le prix, mais je crois que ça avait besoin d'être parlé. T'sais, on a vécu 2 ans dans le MeToo, le côté négatif de la chose. T'sais, parler de viol, c'est pas le fun, mais ça existe. Puis il faut en parler. Puis il faut parler du bon côté à ça. T'sais, le plaisir en couple, ça existe encore. Puis il y a des attirances, puis il y a plein de choses que tu vas pouvoir... Je suis pas sexologue, OK? Fait que je peux pas rentrer dans le sujet, mais on va en parler tantôt. Fait que je crois sincèrement que ça t'a aidé, ça, et ta persévérance, ta détermination, c'est sûr et certain, mais pas dans l'aspect sexe, dans l'aspect que on parlait de motivation il y a 6 ans.
Puis aujourd'hui, on le sait. Puis c'est correct, on continue à se motiver derrière ça. Mais tu as tout à fait raison de dire que c'est-tu la bonne façon de le communiquer en disant que le cul... On le verra l'année prochaine, comme on dit. Ouais. Puis tu sais, tu as raison. Moi, j'ai toujours dit que mon succès n'était pas dû nécessairement à moi, mais plus au fait que les gens avaient besoin d'entendre l'information que je communique. Ouais. Je suis comme tombée au bon moment. Là, c'est une question de timing. Honnêtement, j'ai été vraiment chanceuse. Là. Puis oui, c'est une question de constance. Puis ça, je vais toujours le dire. Là, c'est comme si tu veux arriver à tes fins, la constance, c'est la clé. Ouais. Mais je pense que le besoin était là. Puis je suis comme une pionnière dans ce domaine-là. Il n'y avait personne qui parlait de sexe sur les réseaux quand j'ai commencé. Là. Je veux dire, j'étais gênée là, au début là, quand j'ai commencé sur les réseaux. Là. J'imagine la première capsule. ouais, tu sais, ça me prenait du temps. Là. Ça pouvait me prendre une journée mettre une story d'une minute là, sur mes réseaux. Là. C'était fastidieux, mon affaire, parce que j'étais gênée, j'étais mal à l'aise, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir fait puis d'avoir brisé des tabous, justement, pour qu'on puisse normaliser la discussion. Parlons de ton livre, justement. Ça fait partie de tes grands succès des dernières années et de la dernière année. C'est tout nouveau, hein? Ça fait à peu près 2 mois, je crois, ton livre qui est sorti. Il est sorti au mois d'octobre. OK. Quand même. Je l'ai revu il y a 2 mois alors. Donc, on parle de la sexualité au féminin sans tabou pour plus de plaisir. Exact. OK. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? C'est ma première question personnelle. Révolution sexuelle présentement. Okay. On veut se réapproprier notre plaisir. Et dans l'éducation sexuelle, comme je l'ai mentionné tantôt, on va souvent faire peur. On va parler de la perte de la virginité. On va parler des ITSS, des grossesses non désirées. Il y a une grande méconnaissance encore autour du corps de la femme. Okay. Et moi, c'est mon créneau un peu plus là, sur Instagram, surtout notamment les femmes. Donc, j'avais envie de créer un livre, même voir un guide pour que les femmes puissent se réapproprier cette notion-là de plaisir. Donc, on en parle sans tabou pour plus de plaisir. J'adore. Non, j'adore sincèrement, mais j'ai une question pour toi. Tu as écrit un livre, justement, avec ton côté féministe. On le sait, avec ton bagage. Tu as fait un certificat en féminisme. Mais pourquoi ton livre, pourquoi se concentrer sur les femmes? Est-ce que de ton point de vue, l'homme est déjà éduqué suffisamment? Ah oui? Je veux t'entendre là-dessus. D'abord, on a beaucoup plus de connaissances sur le corps de l'homme que sur le corps de la femme. On a découvert le clitoris, on a découvert l'entièreté du clitoris en 1998. Puis on a fait la première échographie du clitoris en 2008. OK? Ben voyons donc. On est allé sur la Lune, puis on a découvert le Viagra avant de découvrir le clitoris. Ben voyons donc. C'est vrai? C'est très vrai, là. C'est hier, là. On a découvert de quoi avait l'air le clitoris hier. La bulle de l'an 2000, tu vas me dire qu'on a trouvé le clitoris après l'Internet, là. Oui. C'est complètement fou. Oui. Donc, il y a vraiment encore une grande méconnaissance au niveau du corps de la femme. Si je te parle, par exemple, de l'écart de jouissance, les hommes hétérosexuels vont atteindre l'orgasme 95% du temps dans un rapport sexuel versus les femmes hétéros, 65% du temps. On a un gap de 30%. Mais ça, c'est vraiment dû au fait que les scripts sexuels sont mal adaptés au plaisir des femmes et on a une méconnaissance du corps de la femme. Très peu de gens savent que c'est seulement qu'une femme sur 5 qui atteint l'orgasme grâce à la pénétration. Et pourtant, on focus là-dessus dans nos rapports sexuels. C'est très pénétrocentré, oui. C'est 9 sur 10, par exemple, qui atteignent l'orgasme avec une stimulation directe du clitoris. Donc ça, peu de gens le savent. Puis, on dirait que ça s'est fait toute seule sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, là, moi, je parlais d'éducation à la sexualité vraiment largement. Mais de plus en plus, les femmes ont commencé à me poser des questions. Je me suis servi de ça pour répondre aux questions, puis on dirait que je me suis comme nichée organiquement vers les femmes sur les réseaux sociaux. Ben, je dirais aussi que c'est eux qui avaient le plus de questions par rapport à ça, mais je suis flabbergasté, excusez-moi pour mon expression, mais j'apprends énormément de choses, puis je suis privilégié d'apprendre des choses, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. J'espère que ça vous en apprend aussi, mais comment tu vas... Je ne sais même pas comment t'amener ça. Tu as créé un livre pour les guider. On va appeler ça un guide pour casser les tabous surtout. Parce que la femme qui se dit j'ai pas d'orgasme pour X là, peut se dire non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ça. Mm-hmm. Puis trouver par elle-même des solutions. Mais ton objectif à terme avec ça, c'est quoi? T'sais, exemple, est-ce que ton but, c'est de donner assez d'outils aux femmes pour être capable de changer leur perception ou tu as parlé de script sexuel? Je suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais je l'imagine. Oui, les scénarios qu'on se fait, comment est-ce qu'on a des rapports sexuels, c'est un script sexuel. C'est vraiment de dire, la formule entrée, repas, dessert, le préliminaire, pénétration, orgasme. Ça, c'est un script sexuel qu'on performe. Bon, je pourrais poser la question, pourquoi on fait ça? Je suis d'accord. J'ai pas de réponse.
Pourquoi est-ce que c'est pas un buffet all you can eat? Puis qu'on est vraiment dans le entrée, repas, dessert. On peut se servir, prendre des plats différents, on peut retourner prendre un plat si ça nous tente. Donc, mais on est là-dedans parce que les êtres humains, on fonctionne beaucoup par imitation. Ouais. C'est ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qu'on voit dans la porno. Par Puis routine c'est ce qu'on aussi, fait. j'imagine que ça s'est implanté. C'est vraiment inspirant. Fait que ma mission, là, c'est d'aider les femmes à s'épanouir sexuellement, puis s'émanciper, puis trouver la formule qui fonctionne pour elles aussi. Félicitations. Ta mission est vraiment inspirante. Ça va nous aider à trouver ton pourquoi aujourd'hui aussi, j'imagine, puis à développer là-dedans. Mon côté entrepreneur a vraiment envie d'en parler avec toi, mais j'ai tellement de questions pour toi, Anne-Marie. Premièrement, félicitations. On va fermer la parenthèse entrepreneuriale. Il faut qu'on parle un peu de sexualité au féminin parce que c'est là-dedans que tu t'épanouis. Ouais. C'est là-dedans que tu as le privilège de travailler avec une communauté grandissante de femmes présentement au Québec et même d'ailleurs. Là, on a scripté, on a vu des Françaises là-dedans. Fait que l'Europe, si vous nous écoutez, comme vous êtes 14 % de notre audience, je vous présente au lit avec Anne-Marie. J'aimerais savoir comment tu vis avec... Tu sais, on s'entend qu'à l'époque, pour avoir de la visibilité, okay, ce qu'on appelle le traditionnel, il fallait que tu sois une animatrice radio, télé, etc. Aujourd'hui, le web nous donne aucune limite et nous donne une plateforme sans frontières. Tu parles de sexualité au féminin, tu parles ouvertement de sans tabou, donc c'est-à-dire tu es un franc-parler, disons-le comme ça. Tu as certains commentaires qui sont déplacés présentement. Je veux savoir comment l'entrepreneur en toi, mais surtout la sexologue et l'humaine derrière vit avec ça. Là, tu parles des commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es allé sur TikTok ou sur Instagram? Je suis allé partout. Ouais. J'ai pas pris d'exemple parce que c'est pas intéressant. Ce que je disais, c'est que c'est ça. Ouais. Il y en a différents. Écoute, ça dépend des plateformes. TikTok, je pense que n'importe quel créatrice de contenu va passer, je m'excuse de l'expression, va passer au cash. C'est le Far West, TikTok. C'est un phénomène absolument hallucinant de voir comment les gens se défoulent dans les commentaires, se permettent. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas des profils, je sais pas, c'est peut-être comment la plateforme fonctionne, comment elle est configurée, mais je te dirais que TikTok, je ne regarde jamais les commentaires. Ah ouais? Jamais. Si je le fais, je commence à me défendre un peu parce que souvent, on va challenger ce que je vais dire. Puis moi, tout ce que je dis sur mes réseaux, ça provient d'études scientifiques. Ouais. Je ne vais jamais me prononcer sur quelque chose si je ne suis pas certaine. C'est pas une opinion, c'est un fait. Voilà. Donc là, j'essaie de réitérer le fait, mais je me rends compte que ça ne sert à rien, c'est des énergies perdues. Donc TikTok, je mets ça de côté, je ne regarde pas les commentaires. Instagram, toutefois, ça me tient un petit peu plus à cœur parce que je me sens plus proche de ma communauté. Mais tu vois, j'ai quelqu'un qui m'aide à répondre à mes DM, à répondre aux commentaires. Quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de patience que moi vis-à-vis ça. Je comprends. Parce qu'avec les années, ça peut venir te chercher peut-être un petit peu plus ou peut-être un petit peu moins. Mais dans mon cas, c'est sûr que de faire challenger des choses que je dis, surtout que là, tu sais, je veux dire, on comprend que j'ai une certaine crédibilité. Là, j'ai quand même un bac en sexologie et tout ça. Fait que ça vient me chercher des fois. Mais je me rappelle toujours que souvent, les gens qui laissent des commentaires, c'est des porte-paroles de 2% là, de ta communauté qui pensent... C'est pas ce qui t'enlève ta flamme de continuer à instruire. Au contraire. Au contraire, je vois que les gens sont pas éduqués. Quand tu viens me dire que ce que je dis est pas vrai, alors que moi, je sais que ça vient d'études scientifiques, je me dis, il faut continuer d'éduquer. Il y a du monde pas éduqué ici, puis je sais que ça l'insulte du monde de dire ça. Là, mais... Non, mais je pense qu'on va leur parler aujourd'hui. Parce que je t'ai dit que j'ai pas sorti d'exemple, mais c'était faux. J'en ai sorti une. Dans une des vidéos, tu parles de la grandeur qui ne compte pas vraiment. Ouais. OK? Et quelqu'un t'a rétorqué, et je l'ai comme un peu traduit, parce que Frangeux, c'était vraiment pas lisible ou on pouvait pas en parler dans une émission comme celle-ci. Et on a répondu que ça avait pas de sens que un 18 pouces fasse pas plus d'effet qu'un 6 pouces. De façon très crue et virale. Qu'est-ce que tu lui dirais de ton franc-parler? Que c'est le premier tiers du vagin qui ressent le plaisir. Donc, c'est vraiment là que se retrouve le plus grand des terminaisons nerveuses, en fait. Parce que le clitoris, c'est un organe majoritairement interne. Donc, la façon dont il est positionné, il va être positionné vers le premier tiers du vagin. Et c'est quand il y a un orgasme interne, c'est que c'est une stimulation indirecte du clitoris qui est positionnée vers le premier tiers du vagin. Donc, scientifiquement parlant, un 18 pouces, non, le 2 tiers suivant ne ressent que la propension. Vraiment intéressant. Puis moi, je te répondrais, en fait, j'aimerais ça qu'on complète en disant que c'est un
je dirais pas un mythe, mais comment qu'on dit ça? Il y a dans la jante masculine une fausse rumeur de la mienne est plus grosse que la tienne. Ah, mon Dieu. Est-ce que ça vient de détruire ce tabou-là, de confirmer que Oui. scientifiquement, on n'a pas besoin de ça? Hey, parle-moi pas sur le pénis, là, parce que je sais que ça... mais en fait, c'est que il y a vraiment une obsession au niveau du pénis. C'est fou. Dès que tu as parlé de ça, je sais pas pourquoi, mais les gars sont comme pas clairs. Écoute, j'ai pensé aujourd'hui, je pense que je vais faire un montage de tous les commentaires de ce vidéo-là, des gars qui me disent qu'eux autres, il y en a une grosse, puis que moi, j'en ai... Écoute, ça pleut, là. C'est la garde. Fait que c'est vraiment très drôle, mais il y a une obsession autour du pénis. Puis justement, je te parlais de l'écart de jouissance plus tôt. Ben, si on focusait un petit peu moins sur le pénis, les femmes auraient plus d'orgasmes. C'est prouvé que les lesbiennes ont plus d'orgasmes que les femmes hétéros. Parce qu'ils savent quoi faire avec, premièrement. Ils sont éduqués. Ben, il n'y a pas de pénétration. Ah, ouais. Le pénis n'est pas... Tu sais, une femme lesbienne, ça n'a pas de pénis, là, je veux dire. Ouais, je comprends. Il y a plus de stimulation, moins de pénétration. Voilà. Ah, ouais. Ouais, fait que le pénis, il est important, là. Ben, on fou. les aime, les pénis, là, mais je veux dire, je peux pas croire que je dis ça dans un podcast, puis il est comme, hey, voyons donc. On est très sérieux à privilégier. Aussi, il est comme, ouais. Mais en fait, c'est que, et c'est pas juste ça, là. On veut d'autres choses. OK. On y revient. C'est vraiment intéressant. J'espère que je te rends pas trop mal à l'aise, là. Non, mais j'aime ça sortir de ma zone de confort. Fait que j'apprécie énormément que tu sois venu en studio aujourd'hui. Un, pour connaître l'entrepreneur que tu es, mais deux, parce qu'effectivement, on parle souvent de privilèges, de X, Y, Z, mais la sexualité est aussi importante. Puis je vais te ramener ça dans le côté professionnel de la chose. On parle d'une industrie de plusieurs milliards de dollars derrière le Enlarge Your Penis. Okay? Puis je te dis ça juste pour te donner la caricature de ce que c'est. Ouais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en chirurgie esthétique par rapport à ça. Donc là, on est en train de casser le tabou en disant que c'est inutile. C'est énorme, là. Ben oui, c'est inutile, là, je veux dire. OK, c'est prouvé que les femmes qui vont avoir un orgasme qu'on appelle vaginal, c'est un mythe, l'orgasme vaginal, c'est vraiment un orgasme interne. Encore une fois, c'est une stimulation indirecte du clitoris, fait qu'il reste un orgasme clitoridien. Là. Ouais. Ces femmes-là, qui est 1 sur 5, va donner peut-être un petit peu plus d'importance à la grosseur. Mais là, on parle de 1 femme sur 5, OK? Il y en a 4 sur 5 là, qui n'atteignent pas l'orgasme avec la pénétration. Fait qu'il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Donc, la grosseur du pénis n'est pas nécessairement là, la chose sur laquelle on va focusser. En tout cas, on focus moins le dessus que vous, clairement. Puis, je m'en allais avec ça. Oui. C'est pas vrai, il n'y a pas de pilule qui va faire grossir ton pénis. Là. Non, mais il y a vraiment des chirurgies. Ça pèse des milliards aux États-Unis, surtout dans la communauté homosexuelle, mais même les hétéros. Les injections, tout ça, mais tu sais, faites pas ça. Merci, c'est ça que je voulais entendre. Faites pas ça. Votre corps est naturel. Quand tu changes, moi, j'ai toujours la mentalité. On me demande tout le temps, Anthony, qu'est-ce que tu penses de X, Y, Z? Moi, je leur dis, une voiture, là, quand elle est d'origine, là, elle va bien. Dès que tu commences à jouer dedans, là, ça se met à aller mal d'habitude. Ouais. Fait que moi, je fais la même chose avec mon corps. Faites ce que vous voulez. Ouais. Très bon point. On s'en va dans le... J'aime ça, rester dans le côté business, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat et surtout dans le modèle d'affaires. On va parler un peu de pornographie, parce que la pornographie est étroitement liée avec la perception sexuelle. On parle évidemment on a le plus gros joueur est à Montréal avec Pornhub, qui s'appelle MindGeek, directement. Ouais. Mais là, j'aimerais t'amener pas dans... YouPorn et toutes ces plateformes-là, j'aimerais qu'on parle de la nouvelle popularité, je ne sais même pas comment appeler ça, j'appellerais ça un trend, tellement je suis déstabilisé, on parle d'OnlyFans. Ouais. Est-ce que selon toi, OnlyFans est nocif pour notre société ou devrait être considéré comme une liberté d'expression? Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, laissez-moi faire l'intro. OnlyFans est une plateforme qui, pour 9,95 au lieu d'entendre des conseils précieux avec beaucoup de travail derrière, tu vas voir ta voisine se faire des choses ou se faire des choses. Donc là, on est dans le genre de la pornographie voyeurisme, là, ce qui est un besoin humain. Hein. Les réseaux sociaux existent parce que nous sommes voyeurs en tant que société. Mais là, moi, je me pose, c'est le père qui parle de mes enfants. On s'en va où comme société avec ça? Ah, c'est tellement complexe comme question. Est-ce qu'on devrait pas? Je suis d'accord. À la base, la pornographie n'a pas que du négatif, mais en a beaucoup. Ah ouais? Oui. Ça vient changer ton cerveau. Tu sais, c'est pas pour rien que... En fait, là, c'est, je pense, le seul produit qui est 18 ans et plus, qui est aussi accessible aux gens qui sont pas 18 ans et plus. Puis aux États-Unis, même, c'est 21 ans et plus parce que c'est prouvé que le cerveau n'a pas fini de se développer avant l'âge de 21 ans. Fait que ça peut venir changer au niveau de ton cortex frontal, au niveau de ton inhibition. Les jeunes vont là-dessus s'éduquent, c'est complètement nocif.
c'est prouvé qu'il y a plus d'actes de violence dans les rapports sexuels parce qu'il y en a beaucoup dans la pornographie, puis que c'est normalisé. C'est du divertissement. Là, on va juste mettre un point là-dessus. La pornographie est du divertissement. Ouais. C'est pas la réalité. Sauf qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle pour accompagner ça. Fait que tu sais pas que c'est du divertissement. Surtout quand c'est tellement tabou que personne n'en parle, tes parents n'en parlent pas à l'école, tes personnes t'en parlent, tes amis n'en parlent pas. Comment est-ce que tu fais pour savoir quoi faire avec ta sexualité? Ouais. Ben, tu vas regarder de la porno, tu sais. Fait que, oui, les fans tombent dans cette catégorie-là. C'est comme du soft porn un peu plus. Il y en a que c'est carrément de la pornographie, là. On va parler de ça, excuse-moi. En ce moment, au moment qu'on se parle et qu'on enregistre ça, et ça risque de sortir pendant qu'on sort l'émission, Noémie Dufresne fait une audition avec 20 gars qui tentent la chance d'être un des premiers à dépuceler en vidéo Mademoiselle. Ouais. C'est pas de la soft porn, là. C'est de la porno. C'est de la porno. C'est intense un peu, là. Ouais, puis hier, je suis tombée là-dessus, justement, puis, mon Dieu, j'ai commencé à me questionner sur le sujet. Je me suis dit, hey, on est rendu quand même loin, là, dans le sens où il y a des gens qui s'assument au point d'aller en audition, filmer pour dire, moi, je veux coucher avec toi. Puis là, ça se vend pour essayer de coucher avec toi. Je suis mitigée à ce sujet-là. Je ne sais pas encore c'est quoi mon opinion. Je vais Tu vas t'abstenir là-dessus. Mais j'aimerais ça entendre une vidéo sur est-ce que la société, où tu y penseras, mais je le sais pas, on s'en va avec OnlyFans. Puis j'ai pas la réponse non plus, fait que je comprends que tu l'aies pas, mais tu sais, la prochaine étape, c'est-tu qu'on remplace la UFC par une fille tout nue sur un ring, puis elle se fait faire genre un gangbang, puis tout le monde paye des billets, ça a aucun sens. C'est que les gens savent pas où ça va s'arrêter, en fait. Je pense que c'est ça qui fait peur. Mais après ça, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Il y a des gens pour qui c'est totalement correct, puis il y a des gens pour qui c'est totalement pas correct. Puis ça, en soi, c'est correct. Dans le sens que il y en a qui peuvent adhérer, il y en a qui adhèrent pas. Tout le monde a son opinion. Puis ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie, là, dans la société, que ce soit le sexe ou pas. Mais c'est ça, je pense que la question, ce qui fait peur, en fait, c'est jusqu'où ça va aller. Ma vraie question qui fait peur, c'est si la pornographie influence mal les jeunes, et ça, c'est scientifiquement prouvé, sur leur jugement et sur leur relation sexuelle, qui va avoir un effet néfaste sur leur relation de couple dans le futur, est-ce qu'OnlyFans va avoir un effet néfaste et une mauvaise influence sur la génération après nous qui est adolescente, puis va commencer à se dire se faire fourrer devant 4 personnes, c'est pas grave, tu sais, excusez-moi pour moi, j'ai été très vulgaire en disant, ça a sorti tout seul. Ça a sorti tout seul. Non, mais je me pose cette question-là parce que on le démontre aujourd'hui que la pornographie a un effet néfaste. Alors, d'amener ça à un autre niveau, ça va pas être positif. Ben, ça crée des précédents. C'est complètement ça crée des précédents. Fait que, je veux dire, effectivement, là, c'est épeurant. Mais après ça, c'est pour ça que c'est tellement important d'éduquer nos jeunes avec la sexualité, les encadrer, tu sais. Je veux dire, c'est comme, prenons le sujet de la drogue. Il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a à chaque coin de rue là, à Montréal, là, si tu veux, là, tu sais. Mais il faut encadrer nos jeunes par rapport à ça. Puis plus ils sont encadrés, plus ils sont sensibilisés, mieux ils sont capables de prendre des décisions qui font du sens pour eux, qui sont éclairées. Oui, c'est clair. C'est la même chose. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Faut qu'on aille dans un dernier sujet avant d'aller dans notre quiz du jour parce que le temps passe vite en bonne compagnie, comme on dit. Donc, dans une de tes dernières vidéos, tu as parlé de consentement. Évidemment, avec le MeToo, c'est quelque chose qui commence à faire peur aux gens parce que le consentement, c'est rendu un peu limite avec ce qu'on est prêt à faire en tant que société, on va dire ça comme ça. Mais c'est quoi, selon toi, qui est considéré comme un consentement à l'acte? Aujourd'hui, faut-tu faire signer un contrat ou... Il y a 3 points. Il y a 3 points. Éclairé. Attends. Libre, éclairé et enthousiaste. OK. De la coercition sexuelle, de dire « Ah ouais, let's go, comment j'ai goût de faire sentir mal quelqu'un parce que... honnêtement, presque toutes les femmes dans leur vie, puis c'est vraiment malheureux ce que je vais dire, mais presque toutes les femmes dans leur vie vont avoir vécu des micro-agressions en lien avec la sexualité. Je suis convaincue. Aller prendre un verre avec un gars, il paye la facture, puis là, tu te sens mal. On dirait que ça va de soi, qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose. Il y en a beaucoup qui tombent là-dedans, tu sais. Donc, c'est comme... Il y a quelque chose de très lourd là, autour de ça. Puis, c'est ça. Il faut que ça soit enthousiaste. Enthousiaste, c'est vraiment comme super important. Il faut que ça soit comme une volontaire. Il faut avoir envie de ça. Puis qu'il n'y ait pas rien qui vienne influencer à quelque part, changer les astres là, pour dire « OK, oui, je vais le faire ». Il ne faut pas qu'il y ait une influence externe. Il faut que ça vienne de l'intérieur. On n'a pas besoin de signer de contrat pour ça. Il faut simplement apprendre à interagir mieux entre nous en société, puis pas avoir des codes de style « je t'ai payé un verre » ou « je t'ai payé un souper, donc
Ouais. Tu me dois quelque chose en retour. Ça devrait pas exister. C'est de la galanterie. C'est tout à fait normal de mon point de vue. Mais je trouve ça vraiment cool comme clash aujourd'hui parce qu'on a ton côté féministe. Moi qui est d'accord avec toi, mais pas féministe, disons-le comme ça. Je suis ouvert d'esprit, d'opinion. Mais tu as raison. Puis il faut pas enlever non plus la spontanéité là-dedans. Parce que j'ai vraiment des gens qui m'ont dit, Anthony, dans le milieu des artistes, mais là, il faut que je fasse signer un contrat avant de faire le coup parce que sinon, ça peut être... Oui, ça, c'est un autre sujet. Là, parce que ça peut être délicat, justement. Jusqu'où la personne. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des gars avec qui je me tiens dans le milieu. Puis, c'est toujours ça, c'est la peur de ne pas agir comme il faut. Puis, la peur de dire, OK, moi, je vais sortir publiquement, puis je vais t'accuser de quelque chose, alors que lui, il pensait que c'était correct. C'est comme, on navigue à travers ça, puis on a de la difficulté des fois à vraiment comprendre, mais si t'es pas certain, dès que quelqu'un est sous influence d'alcool, drogue, peu importe, ben tu peux prendre pour acquis que le consentement ne sera pas à 100%. Je comprends. C'est une note. C'est à noter. Puis de garder de la spontanéité là-dedans parce que c'est important. Puis à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne mécanique non plus. Je crois que ça l'enlève tout plaisir, du moins une bonne partie. Ouais. Ça va tellement vite, Anne-Marie. Ma question personnelle pour toi serait de savoir, selon toi, quel pourcentage de la population est désinformée présentement avec tout ce que tu connais, tout ce que tu vois, tes 100 consultations par semaine? Je serais curieux d'entendre un chiffre estimatif parce que je suis convaincu qu'on n'a pas de chiffre précis à mettre là-dessus. Ben, j'ai quasiment le goût de te dire 100%. Oh, ouais! Ben, dans le sens où il y a des gens qui sont plus éduqués que d'autres, mais même les personnes étant dans le domaine, les études, ça sort, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'apprends tous les jours, là, sur la sexualité, sur la sphère intime. Il y a tellement à apprendre. C'est tellement une sphère qu'on n'a pas décortiquée encore que, je veux dire, on va continuer d'apprendre, d'évoluer là-dedans. Puis, je veux dire, c'est juste à notre avantage. Justement, on va être capable un jour de se sentir spontané en donnant notre consentement. Je veux dire, 100%, ouais. Puis comment qu'on y arrive à éduquer les gens? En continuant d'ouvrir les discussions comme on est en train de le faire. Il y a tellement de mythes aussi qui se perpétuent. C'est pour ça que je dis 100%, parce qu'il y a des gens qui vont croire quelque chose, mais dans le fond, c'est pas exactement ça. Ils pensent qu'ils sont informés, ils ne le sont pas. Il y a des nuances, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, même moi, comme je te dis, là, j'apprends tous les jours sur le sujet. Donc, en ouvrant la discussion puis en continuant de suivre des gens qui sont rigoureux dans leur information. Ouais. C'est une bonne chose. Puis je crois qu'on est privilégié de continuer à apprendre constamment. Puis je crois que les choses évoluent. Ce qui est clair, c'est qu'on va suivre OnlyFans de proche par rapport à la génération future parce que je considère que c'est extrêmement bien ce que tu fais, en fait exceptionnel de t'ouvrir sur l'éducation. Mais de l'autre côté, la sexualité, elle a deux perceptions. Hein? Ouais. Il y a l'aspect où on va parler dans une émission de télé de sexe, puis on va faire « Ah, c'est un show controversé ». Mais ça dépend comment tu l'amènes, tu sais. Toujours. Ça dépend de comment tu en parles. Et pourtant, ça fait partie d'une des sphères de nos vies. Quand on parle d'équilibre, quand on parle des piliers, le plaisir sexuel, c'est un besoin. Puis selon des médecins, puis tu me diras, tu confirmeras ma statistique, je dirais pas de chiffre, mais ça a un impact sur le stress. Oui, puis l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, maintenant, dans la définition là, de la sexualité, ça fait partie du bien-être. Ah ouais. Global. Ça rentre dans cette catégorie-là. Autant que la santé physique, autant que la santé mentale, maintenant, la santé sexuelle est considérée comme faisant partie du bien-être global d'un être humain. C'est à part entière. Là. C'est pas comme, dans ta santé physique, tu as une branche qui est la sexualité. Non, c'est comme la sexualité fait partie du bien-être. Donc, super important d'en parler, puis super important d'en prendre soin aussi. 100%. Puis si vous êtes dans une relation où le sexe est plate, j'imagine que c'est important de soigner ça parce que c'est comme t'entraîner tout croche. Tu sais, mettons qu'on compare ça comme ça. Oui. Bien, moi, j'utilise toujours l'exemple de tu veux courir un marathon. Ouais. C'est ton objectif. Donc, d'avoir une satisfaction sexuelle, mettons, optimale. Ouais. On compare ça au marathon. OK? Ouais. Bien, pour courir ton marathon, il faut que tu dormes bien, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu prennes du temps dans ton horaire pour aller courir. Tu ne te présentes pas au marathon un matin puis tu es capable de courir. On fait un Ironman. C'est ça. Tu as pris des entraînements, tu es allé courir le dimanche matin même quand ça ne te tentait pas. Ouais. Tu t'es investi là-dedans. Tu veux une sexualité ordinaire? Investis-toi pas. Tu veux une sexualité extraordinaire et être capable de courir ton marathon, il faut que tu t'investisses. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi d'autre. Sur cette note, Anne-Marie, on rentre dans mon quiz spécial. Oui. Comme tu le sais, à chaque émission, j'ai créé un petit jeu que j'ai baptisé « Au lit ou dans la cuisine avec Anne-Marie ». Okay. Notre objectif, on ne parle pas d'opinion aujourd'hui, mesdames et messieurs.
On parle d'un peu de tout. Je pense qu'on s'est abstenu d'opinion parce qu'il y a diverses opinions. Je vous invite dans les commentaires à nous parler de votre grandeur de ou nous dire... non, je fais des blagues. Mais ou nous dire votre avis sur le sujet. Mais Anne-Marie, en me concentrant sur toi, je suis allé avec des sujets. OK. Puis c'est A ou B. Fait qu'on commence. T'es prête? Ouais. OK. On conseille dans le lit ou dans la cuisine et pourquoi? On conseille? Ouais. Donc, OK. j'amène le côté, je parle à Anne-Marie, la sexologue, puis disons que je t'ai assis en cabinet avec toi, sans rentrer dans les détails. Si je te demandais, est-ce qu'on conseille dans le lit ou dans la cuisine, ce serait pourquoi? On conseille dans la cuisine. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, peut-être que je comprends mal la question, mais Non, tu comprends bien. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? C'est un petit quiz de 5 questions. Super simple. écoute, moi, les quiz, ça me stresse. Je suis dans la performance. La mairesse là. de Longueuil, tu réécouteras l'épisode. C'était super bon, mais on fait ça pour s'amuser. Pas de problème. Écoute, l'anxiété de performance vient de rentrer au poste. Non, c'est pas vrai. En fait, moi, je dis toujours que même pour quelque chose qui se passe dans la sphère intime, tu veux jamais parler de ça dans la chambre à coucher. OK. Jamais. Toujours dans la cuisine, autour d'un petit verre de vin, tranquille. Je veux dire, tu es dans une position extrêmement vulnérable là, quand tu es dans la chambre à coucher. Ouais. Tu es vulnérable, l'autre, tu es à nu, carrément. Donc, c'est pas le temps pour parler de ces sujets-là qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc, les conseils dans la cuisine. Parfait. Anne-Marie, est-ce qu'on conseille une relation avec ou sans jouet et pourquoi? Les deux. Je m'excuse, je fais pas de choix. Non, c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les jouets sont des outils. Ce sont des outils. Quand tu t'entraînes, on va refaire le truc. Des fois, tu prends des élastiques, des fois, tu prends des poids. Tu as du matériel autour de toi pour optimiser ton entraînement. Ouais. Les jouets sexuels sont des objets qui peuvent optimiser ton rapport sexuel. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. C'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle. Il y en a qui vont adorer la pénétration vaginale. Il y en a qui vont détester. Il y en a qui vont adorer la pénétration anale. Il y en a qui vont détester. Il y en a qui vont adorer les jouets. Il y en a qui vont détester. Donc, OK. Très bon conseil. Fait qu'on y va selon nos envies. En anglais, on dit « whatever floats your boat ». Ah ouais. Ah, c'est excellent ça. OK. Troisième question. On conseille lumière allumée ou éteinte? Puis pourquoi? OK. Encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui sont très visuels, très, très visuels, qui ont besoin d'utiliser le sens de la vision pour avoir des rapports sexuels, pour s'exciter. Donc, à ce moment-là, je leur souhaite que la lumière soit ouverte. Mais il y en a qui se sentent pas à l'aise la lumière ouverte et qui ont de la difficulté à se laisser aller, à lâcher prise. Donc, si tu as besoin d'éteindre la lumière pour te sentir bien dans un rapport sexuel, go for it. Puis après ça, c'est de voir comment est-ce que tu peux travailler peut-être pour avoir une plus grande facilité à te laisser aller. Qu'est-ce qui fait que tu as un blocage par rapport à avoir la lumière ouverte? Mais après ça, hey, on se casse pas la tête, là. Si toi, tu aimes ça la lumière ouverte, tu fais la lumière verte. Si tu n'aimes pas ça, tu fermes la lumière. C'est une question de goût, en fait. Vraiment. C'est une question de goût. Puis j'ai vraiment hâte de lire ton livre en passant, même si je ne suis pas une femme. J'imagine qu'il y a des conseils là-dedans par rapport à accepte-toi comme tu es. Puis, tu sais, il y a d'avoir la communication aussi, hein, je pense, là-dedans. Puis, bref, on ne rentre pas là-dedans, mais vous pouvez la suivre en ligne, évidemment, pour en savoir plus. Et moi, je vais le faire personnellement. Parce que selon moi, disons ça comme ça, je vais donner une opinion aujourd'hui, il manque de communication dans la chambre à coucher. Tu sais, c'est-à-dire, on peut se parler. Tu sais, dis-moi, c'est ça que je veux. Puis, tu sais, je parle pas de moi, là, pas de mes affaires personnelles, mais il y a une communication à avoir. Puis si elle n'a pas lieu, c'est comme si on travaillait ensemble, puis on se parle pas. Oui. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, les gens qui me disent, je parle pas, je me dis, fait que toi, dans le fond, là, tu te mets tout nu avec quelqu'un que tu as choisi de te mettre nu avec. Ouais. Tu fais pas ça avec tout le monde, là. Tu as choisi un être humain pour te mettre tout nu avec, tu as fait ça dans le silence, puis tu t'es rhabillé, puis tu as fait comme si c'était pas arrivé. Tu as vécu un rapport dans le silence. Pense-y, c'est bizarre. Là. N'importe quelle activité qu'on ferait ensemble, là, on se parlerait. On se parlerait. Ouais. Pourquoi dans le sexe, c'est différent? Puis en plus, c'est tellement intime, puis c'est tellement comme propre à chacun ce qu'on aime. Hey, faut se parler, là. Ça presse. Ça m'amène une autre perception des choses, Anne-Marie. Tu as tout à fait raison. Prochaine question. Ouais. Est-ce qu'on conseille quotidiennement ou pas? Puis pourquoi? C'est une pas pire, celle-là. Why not? Selon une étude, Anne-Marie, seuls 25% des couples le font une fois par semaine. Mm-hmm. Ça m'a vraiment surpris. Ouais. Alors que 10% le font une fois par mois. Ouais. Ça m'attriste. Oui, puis non. Ça dépend l'importance que tu accordes à ta sexualité dans ta relation. C'est un bon point de vue. Oui, il y en a pour qui, une fois par année, ça fait un job. Parce que les autres, ils n'accordent pas nécessairement d'importance particulière à
avoir une vie sexuelle extraordinaire. Tu sais, le sexe est omniprésent. On a l'impression que le sexe, il faut en faire, il faut en manger, mais c'est juste parce que c'est omniprésent autour de nous qu'on a cette pression-là. Quand tu es dans un groupe d'amis, ben là, tu sais, hey, nous autres, on a fait ça, le monde se vante là, de leur performance. Rares sont ceux qui vont dire, ben nous autres, c'est une fois par mois, puis on est vraiment correct avec ça. Mais il y en a, ça existe, sont là. Puis la moyenne, c'est ça. C'est à peu près une fois par semaine. Là. Ça m'a vraiment surpris. Ouais. J'ai dit matricité, mais ça m'a surpris. J'ai fait comme 25% des couples le font une fois par semaine. OK. Mais 10% qui le font une fois par mois, c'est beaucoup là, sur la population québécoise. Mais on a comme d'autres choses à faire aussi. Là. On a des responsabilités. On a des enfants, on a des travails, on a des carrières. Je comprends à 100%. Mais j'aime bien le dicton « Faites l'amour et non la guerre ». Fait que si vous vous chicanez, mon conseil, faites l'amour. C'est plus le fun. Oui, absolument. Absolument. Mais je suis pas sexologue. Et ma dernière, est-ce qu'on conseille ton podcast ou celui de sexe oral et pourquoi? Oh mon Dieu, je te donne vraiment des réponses. Les deux, encore une fois. Pas parce que je veux pas faire de choix, tout simplement parce que c'est vraiment très différent. Sexe oral sont dans le dévoilement de soi, comme je disais un petit peu plus tôt. Exact. Sont vraiment dans la normaliser des expériences qui sont très, très, très précises. Ça fait du bien. Ces filles-là sont devenues les meilleures amies du Québec ou des gens qui les écoutent, de la France, peu importe, de la francophonie. Puis ils ont normalisé tellement de choses. Ils ont fait du bien à tellement de monde. Je fais la même chose, je normalise, mais je suis beaucoup plus dans la rigueur. Moi, je me dévoile pas, comme je t'ai dit tantôt. Fait que moi, je peux faire du bien parce que tu sais que j'ai une expertise qui vient ajouter à l'expérience. Donc, ça dépend où tu veux aller. Puis je suis beaucoup plus aussi dans la pratique. Tu sais, mettons, dans mon livre, j'ai beaucoup de questions qui vont t'amener à faire de l'introspection avec toi, avec ton partenaire, etc. Fait que moi, je suis plus dans cette veine-là que dans « voici mon expérience ». Mais les deux font du bien. Je comprends. Ben, c'est excellent. C'est complémentaire, qu'on pourrait dire. D'un côté, tu as du divertissement. D'autre côté, tu as de la théorie par rapport à comment travailler sur toi. Et ça passe tellement vite. Déjà, ma dernière carte. Pour conclure, j'ai une question pour toi. Le père en moi se doit de te demander à partir de quel âge on doit parler de sexualité à nos enfants, parce que je considère que le système d'éducation n'informe pas encore aujourd'hui, et ne le faisait pas quand nous, on était au secondaire, suffisamment les adolescents sur la sexualité. Puis je crois que ça va être de plus en plus important, surtout avec l'information qui est disponible. On a parlé d'OnlyFans, je ne sais pas pourquoi j'ai le doigt dessus, mais selon toi, à quel âge on doit parler... à partir de quel âge on doit parler à nos enfants de sexualité? À partir du moment où ton enfant a des questions. Puis ça peut juste être comme « Hey, pourquoi toi, t'es fait différemment de maman? » ou « Maman, est fait différemment de toi? » Puis pourquoi ma petite sœur, elle n'a pas les mêmes parties que moi? La seconde que ton enfant se met à poser des questions sur son corps, sur tout ce qui peut se rapporter à la sexualité, t'ouvres la valve. Cool. Merci énormément d'être venu nous voir en studio. Ce fut un honneur de te rencontrer en vrai. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir été là comme à chaque semaine. Je vous rappelle que le privilège de la semaine, c'est un abonnement à Réponse sexuelle et un livre autographié de Au lit avec Anne-Marie qui s'appelle La sexualité féminine sans tabou pour plus de plaisir. D'une valeur inestimable puisque c'est rempli de connaissances pour travailler sur votre sexualité, votre couple, votre personnel, ce que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager cet épisode et l'histoire d'Anne-Marie d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.